La France, la France, la France, la nation, la patrie, la Francie, la patron. We are the world. We are the children. Tu vas aller bouffer mes droits de douane, tocard de mondialiste. Bonjour, l'apparition de l'instruction morale et civique en 1882 ne peut se comprendre correctement si on ne souligne qu'elle se fait dans l'esprit de la défaite de 1870, marquant un véritable projet patriotique, voire nationaliste. L'orientation n'est pas seulement républicaine, s'y exalte un attachement à la nation dont la conséquence sera la très forte mobilisation en 1914. Les masses partant à la guerre, la fleur au fusil. L'école au service de la propagande militaire. Elle est pas belle, la formation du citoyen libre et éclairé? Quoi? Ah oui, ils sont en train de nous refaire le coup, oui. L'enseignement civique en France est ainsi frappé originellement du sceau de l'identité nationale et c'est donc une transformation profonde qui s'est opérée durant les années 90 quand apparaît dans le programme une dimension désormais internationale. En dépit de ces constantes, cet enseignement a connu une mutation profonde, accompagnant les transformations politico-sociales et idéologiques du pays, questionnant dès lors le sens nouveau du terme de citoyenneté qu'il mobilise et auquel il est censé former les élèves. Centrée autrefois sur le cadre national, l'éducation civique s'est ouverte à une dimension européenne et mondiale. Passant d'un cadre national, voire nationaliste, à un cadre international, le MC appelle désormais au développement d'une citoyenneté plus large, sensibilisant à l'expérience d'une responsabilité mondiale à travers des thèmes tels que l'éco-citoyenneté ou les injustices mondiales, et informant sur l'existence d'institutions supranationales cadrant l'action politique, UE, ONU, etc. L'éco-citoyenneté, bah oui, nous on sauve la planète pendant qu'il y en a qui sont en train d'inventer des taxis volants ou d'essayer d'aller conquérir Mars, nous on sauve la planète parce que nous on a le bouchon qui colle, voilà, c'est beau ça. La formation politique et morale suit donc une abolition contemporaine des distances, pressant plus que jamais le sujet de se projeter dans la participation à un nous qui emporte désormais le monde avec lui. Époque de la mondialisation, l'homme contemporain est devenu cosmopolite, citoyen du monde. Un homme qui n'a point de demeure fixe ou bien un homme qui n'est étranger nulle part. Un tel déracinement n'est toutefois pas sans poser problème quant à la conception classique de la citoyenneté qui est déterminée originellement par la police, comprise dans des frontières déterminées. Bien qu'il soit social par nature, l'homme ne devient citoyen que par l'émergence d'une sphère politique qui se définit par l'autarcie et la frontiérialité. Toute vie sociale n'est pas politique. En effet, la vie politique débute par une indépendance vis-à-vis des nécessités naturelles. Pour Aristote, il y a de la politique que là où on a le choix, là où on peut discuter librement des valeurs, des moyens, etc. Finalement, quand tu écoutes le discours politique depuis quelques années, il y en a plus de la politique maintenant. Suivant une généalogie progressive passant des familles aux villages puis des villages aux cités, des groupes se sont associés jusqu'à constituer une structure autonome pouvant répondre à leurs besoins, se suffisant à eux-mêmes. La politique ne s'inquiète donc pas du vivre mais du bien vivre, ne se réalisant que là où une discussion gratuite sur l'organisation commune est possible. Dégagée des nécessités contraignantes, la communauté construit son propre bien en toute indépendance, discutant des fins et des institutions, construisant un lien social spécifique entre ses membres, qui ne sont pas des individus abstraits et isolés, mais des citoyens structurés par l'identité collective qui forme leur monde. Celui qui est sans cité est comme celui à qui Homère reproche de n'avoir ni clan, ni loi, ni foyer. La vie locale façonne la pensée du sujet. Elle détermine et construit son identité. Exemple, tu vas en Allemagne, tu t'aperçois que quand il y a un feu rouge, tous les piétons ils s'arrêtent. S'il y en a un qui fout le bordel, tu sais que c'est un Français. La vie politique locale devient donc le centre de gravité donnant du sens aux valeurs, modes de vie, besoins des individus définissant l'esprit qui les anime, structurant leur manière de penser et d'agir.
Chaque société est à elle-même son propre cosmos, cette totalité harmonieuse, close, où chaque chose a sa place selon une intelligence qui dépasse le sujet individuel. Projeter le sujet dans un monde illimité, dans des espaces trop vastes et multiculturels où se mêlent les langues, les mœurs, les religions, les cultures, les arts, produit une anomie qui n'a d'autre effet que le repli sur soi, un individualisme. Et la recherche d'une identité locale de substitution, fascination pour sa région, son département, sa ville ou son village, voire sa famille. Le préjugé est bon en son temps, car il rend heureux. Il ramène les peuples à leur centre, les rattache plus solidement à leur souche. Le temps des désirs d'émigration et des voyages pleins d'espoir à l'étranger est déjà maladie, enflure, embonpoint malsain, pressentiment de mort. C'est le grand enseignement de la période hellénistique. Toutes les petites cités-États ont été fusionnées dans un grand empire. Résultat des courses, les petites écoles philosophiques qui apparaissent, leur premier problème, c'est comment je vis ma vie, comment je m'en sors moi. Il n'y a plus de collectif. L'idée donc de citoyen du monde se révèle fausse et dangereuse. Fausse parce qu'il n'existe pas de politique possible hors des murs de la cité. Les États étant dans une relation d'état de nature entre eux, soumis à la seule nécessité de leur survie individuelle, où ce qui domine, c'est la guerre et la violence. Dangereuse, car elle risque d'ôter au sujet l'élément fondamental de sa structuration, le repliant sur lui-même, détruisant en fin de compte la possibilité même du politique, appuyé sur un lien social, identitaire. Cosmopolite, celui qui n'adopte point de patrie, un cosmopolite, n'est pas un bon citoyen. Alors, c'est ainsi qu'un politicien français nous a dit, je cite, quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi culturellement que quand je me rends en Picardie. Vous voyez, c'est ça, le citoyen de partout qui est finalement le citoyen de nulle part. Hein? Oui, oui, c'est le même qui veut qu'on récupère la Statue de la Liberté, parce qu'elle est française. Toutefois, une telle vision n'est plus en conformité avec la réalité effective vécue par les citoyens modernes qui sont aux prises avec nombre de problèmes dépassant largement les frontières des États. Crise écologique, climatique, sanitaire, inégalités commerciales et fiscales, crimes contre l'humanité, situation des réfugiés, etc., confrontent les gouvernements à des problèmes globaux à la fois source de déstabilisation et expérience d'une impuissance politique. Dans une telle situation, les seuls accords internationaux bilatéraux se révèlent un mode d'action limité, réclamant plutôt la création d'institutions pérennes telles que l'ONU, l'OMC, l'OMS, la CPI, appuyées sur un droit international auquel les États sont désormais contraints d'obéir. Bien plus, le monde contemporain se caractérise par un malaise moral d'un genre nouveau. Face à des malheurs dans le monde, il n'est plus seulement question de sollicitude, mais bien d'un sentiment de responsabilité, considérant que le mal produit est directement ou indirectement notre faute et que refuser d'agir est une faute inexcusable. Le monde contemporain se caractérise donc par une intuition partagée, le sentiment de vivre dans un monde commun où une grande partie de l'humanité se retrouve dans des attentes et des préoccupations similaires. Donner à une ONG pour lutter contre la faim dans un pays pauvre, c'est bien évidemment la manifestation d'une sollicitude, mais aussi d'une mauvaise conscience, d'un sentiment de culpabilité. Parce que qu'est-ce qu'ils font, hein, les pays riches pour les pays pauvres? Le mouvement de mondialisation pose toutefois un problème. Comment le concilier avec l'échelon local et national? L'uniformisation des langues et des cultures, réduite bien souvent à un folklore stéréotypé, participe à la construction d'un sujet déraciné en quête d'une identité perdue dans la mobilité qui désormais le définit. Homme de partout et donc de nulle part, le citoyen du monde, le cosmopolite, abandonne toute référence à son pays pour habiter le monde dans son ensemble et considérer comme frère l'ensemble du genre humain. Le pays, source de distinction, de dissension et d'esclavage à des valeurs limitées, serait à honnir et bannir, devant être remplacé par une citoyenneté la plus large possible, transfrontalière, valable universellement, en tout lieu. Mais existe-t-il des valeurs qui puissent être indépendantes d'une culture, d'une nation ou d'un pays? Comment coexistent-elles alors avec les valeurs propres des différentes nations? Sont-elles en dialogue avec l'échelon local ou ont-elles pour fonction de le remplacer? Comment penser une citoyenneté qui soit à la fois dans et hors des frontières? Quel type de vie politique cela implique-t-il? Comment penser une responsabilité collective mondiale? Quelles sont la nature, les limites et les obligations qui sont celles d'un citoyen du monde?
Bref, avec les accords de Marrakech de 1992, on est passé d'un système international à un système mondial. C'est-à-dire qu'on va pouvoir consommer des biens qui viennent de partout. On ne s'est pas posé la question de savoir comment les gens allaient le vivre. Non, ça pas non. Comment ça, les humains, ils ont besoin de liens sociaux? C'est quoi cette affaire? Les origines de la pensée cosmopolitique sont paradoxalement marquées par une conception close de la politique et prennent en conséquence d'abord une forme négative, produisant une sorte de cosmo-morale. La vie cosmopolitique se réduit à une forme d'existence philosophique incarnée par la vie du sage, détaché de la politique, de sa cité. Le premier à se réclamer de ce mode de vie et l'incarner matériellement n'est autre que Diogène de Sinope, fondateur du courant cynique qui, selon les témoignages, vivait sans cité, sans maison, privé de patrie, miséreux, errant, vivant, au jour le jour. Vantant la liberté comme le fait d'être dégagé de toutes les contraintes politiques et sociales, le cynique cherche une forme d'exil et d'autarcie, le plaçant en marge de sa propre cité. Dénonçant toutes les conventions artificielles comme une aliénation, il se fait critique de toutes les grandeurs d'établissement, infondées par nature. Faut pas oublier que quand Alexandre le Grand, l'empereur du monde, vient voir Diogène et lui demande qu'est-ce qu'il peut faire pour lui, la réponse est cinglante. Ôte-toi de mon soleil. Emotional damage. Cette critique de la vie sociale et politique se double d'un pan positif, la soumission à la loi naturelle qui est le seul ordre auquel les créatures doivent se soumettre. Fondement universel de l'agir, l'organisation naturelle du monde, le cosmos, devient chez le cynique la seule loi et par là la seule patrie, partagée par l'intégralité de l'humanité qui n'est qu'une seule et grande famille. La critique des valeurs sociales locales est donc une critique de leur particularisme conventionnel, venant créer illusoirement des distinctions de frontières, de modes de vie et d'identité, séparant ceux qui devraient être universellement amis et frères. Devenir citoyen du monde est donc à la fois un refus de s'identifier à une quelconque structure politico-sociale et se réclamer d'une vie naturelle universelle déterminée par une nature pensée comme un grand. Cynique vient du grec cynos qui veut dire chien. Donc le citoyen du monde, c'est celui qui est prêt à vivre comme un chien. Non, non, je dirais pas comment Diogène il l'applique concrètement. Ne prêtons pas l'oreille aux cyniques ou, s'il en est, à ces stoïciens qui s'apparentent à eux. L'idée d'être citoyen du monde prend une forme quelque peu différente chez les stoïciens, considérés sur ce point comme les continuateurs des cyniques. La différence entre les deux doctrines ne se situe pas au niveau éthique, mais au niveau doctrinal. Zénon, fondant sa philosophie sur une vision panthéiste du monde, mêlant physique et théologie. Représente-toi sans cesse le monde comme un vivant unique, ayant une seule substance et une seule âme. Tout se rapporte à une conscience unique qui est la sienne. Totalité close et harmonieuse où chaque chose a sa place et sa raison d'être, le cosmos est une entité métaphysique donnant son sens à toutes ses parties, même les plus ténues. Soumis à un destin déterminant sa vie, le sage est celui qui sait reconnaître la nécessité dans ce grand logos de cette immense intelligence organisatrice par un effort d'intellection qui lui fait apparaître à la fois cette nécessité et sa signification. Il faut donc distinguer le lien rationnel qui unit les sages entre eux des liens passionnels et purement extérieurs et conventionnels qui unissent les citoyens d'une cité ou même les membres d'une famille. Toute communauté est le fruit d'une vanité humaine qui produit du droit positif et des normes sans aucun fondement naturel, croyant être maître de son destin et libre d'agir. Frappés de folie, les hommes s'inventent des normes séparées du logos dont ils devraient pourtant être le miroir. Bon, il y a quand même une petite différence entre les cyniques et les stoïciens sur un point, c'est-à-dire la nature, enfin la place du droit positif. Il faut bien comprendre que chez les stoïciens, ça peut encore avoir un usage. Là où les cyniques, ils disent, allez hop, citoyen du monde, on vire tout. Le citoyen du monde est donc le sage qui a su inscrire dans ses actes et son mode de vie un rapport avec l'intelligence du tout du monde, incarnant le seul mode d'existence compatible avec ce que nous avons à être. Que nous ne devrions pas vivre en cité ni en peuple, chacun défini par ses propres critères de la justice, mais que nous devrions considérer tous les hommes comme des compatriotes et des concitoyens, et qu'il y ait un mode de vie et un monde unique. Les citoyens du monde sont unis en partageant des valeurs transcendant les distinctions politiques qui séparent les autres hommes.
Encore une fois, la cosmopolitique n'est pas tant une politique qu'une éthique débarrassée justement de toute relation à la politique. Le cosmopolitisme est donc originellement une vision apolitique, vantant des valeurs universelles dérivées d'une idée métaphysique de la nature. Donc on a des devoirs envers l'humanité entière. Voilà. Il faut agir jusque l'autre côté de la planète. Ça va être assez pratique d'agir jusque-là. Je peux peut-être me faire rallonger les bras. Faire du cosmopolitisme une motivation morale contraignant à agir au nom d'un bien global pour le bien de tous a pour effet de réduire finalement la morale elle-même. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. En posant comme objet de la morale l'individu distingué de son groupe, il devient une entité universelle, mais en même temps abstraite, interchangeable, sans réelle identité propre. Cette fiction est doublée du problème de déterminer quelles pourraient être les valeurs qui seraient absolument universalisables, c'est-à-dire les valeurs totalement indépendantes de tout groupe déterminé. Quiconque souhaite faire un bien véritablement universel doit reconnaître que cela concerne une entité générique, indéterminée, sur laquelle nous n'avons pas ou peu de moyens d'agir, s'appuyant sur des principes généraux flous et des actions très limitées. Agir auprès de tous, au nom de principes véritablement universels, c'est viser des actions vagues qui deviennent des intentions, sans réalité. Ce qui n'est donc agir in fine auprès de personne. Bon, faire le bien d'un voisin, d'un ami, d'un membre de ta famille, d'un concitoyen, ça va, c'est concret, c'est précis. Faire le bien de l'humanité entière, je commence où? Le cosmopolitisme antique parvenait à résoudre cette difficulté par la médiation de l'idée métaphysique de cosmos, servant à la fois de modèle à l'individu et au collectif. Se fondant sur un ordre ontologique, le cosmos étant la totalité de l'être, sur un ordre cosmologique, toute réalité étant dans le tout, et sur un ordre théologique, cet ordre est Dieu lui-même, unifiant les normes et les valeurs à toutes les échelles. Le problème émerge avec la modernité qui vit, elle, un cosmopolitisme, sans cosmos. Étant passé d'un monde clos à un univers infini fait de corps inertes et de normes purement physiques, l'ordre du réel n'a plus de signification et n'est plus l'idéal, le fondement d'un idéal normatif. Le modernisme, fondé sur une posture critique, n'a plus les moyens métaphysiques de penser un tout, faisant un lien avec l'individuel. Bon, trouver un cosmos avec la nature, c'est mort. Ah, mais il nous reste la nature humaine. L'émergence des droits de l'homme représente une tentative moderne de réintégrer l'idée de nature comme fondement politique en cherchant dans une anthropologie essentialiste une universalité de substitution. L'idée métaphysique d'un genre humain transhistorique, fondement d'un droit naturel, permettrait de penser une cosmopolitique dégagée du droit positif local, donnant même par préséance son sens au droit de chaque communauté. Mais l'idée d'un droit originaire n'est toutefois pas sans poser problème. Premièrement, la critique classique est encore celle de savoir si un tel droit est bien indépendant de toute politique, vantant alors au nom de l'universalité un modèle culturellement déterminé. La multitude des définitions de la nature humaine ne plaide évidemment pas pour une quelconque universalité, démontrant plutôt l'aspect impérialiste qui cherche à s'imposer illégitimement. Bon, le droit naturel, on prend lequel? Hop, Rousseau, Locke, on fait quoi? On prend quelle valeur d'ailleurs? Liberté, égalité, propriété, bonheur? Pareil, hein, on prend le droit de quel pays? Hein, puisqu'ils l'ont pas défini de la même façon, et de quelle date? Puisque les droits de l'homme, en fait, il y a plusieurs versions. Deuxièmement, les droits de l'homme, et plus généralement le droit naturel, ne sont pas des droits politiques. S'ils sont opposables par principe à une situation injuste, il est impossible d'en dériver ou d'en déduire des actions politiques déterminées, qui restent finalement un choix des souverains, des peuples. En résumé, l'idée d'humanité est bien trop générale pour servir de justification à toute action publique, et l'humanité reste elle-même une idée trop abstraite et désincarnée pour préciser les actions concrètes à poursuivre. Comme le soulignait Rousseau, on ne peut dériver une politique de la nature humaine. Mais un tel point de vue montre la modification fondamentale du cosmopolitisme moderne. Il n'est plus question d'une cosmomorale, mais bien d'un cosmopolitisme, la réflexion cherchant à ramener le problème
à une question juridique. Donc le problème cosmopolitique, c'est un problème de droit international pour nous les modernes et de savoir finalement qui sera en charge de son application. Alors tout ça, ça commence avec Kant et ça va prendre une nouvelle tournure, ça va se compléter avec les procès de Nuremberg. C'est à partir de là que va naître une sorte de communauté internationale. Le problème de l'établissement d'une constitution civile parfaite est lié au problème de l'établissement de relations régulières entre les États et ne peut pas être résolu indépendamment de ce dernier. Si les sociétés cherchent à trouver un équilibre constitutionnel entre la liberté individuelle et l'ordre, Kant souligne que c'est une erreur de considérer, comme les anciens, que cette constitution puisse être pensée purement localement. Une constitution ne saurait être parfaite et achevée si elle ne prend pas en considération les réalités extérieures dont elle doit se protéger et auxquelles elle doit s'adapter. La modernité considère donc que les relations internationales sont bien un objet politique et sur lequel le politique doit statuer et auquel il doit s'adapter. Le droit local doit s'extirper vers un point de vue global dont il dépend. Le cas de l'affaire des missiles de Cuba est paradigmatique. Tu peux pas faire n'importe quoi sur ton territoire si t'es voisin, par exemple, d'une superpuissance. Tu peux pas commencer à dire ouais bah je fais ce que je veux, je mets des territoires sur mon, enfin je mets des missiles sur mon territoire. Ah, et le mec à côté il va dire bah moi je vais rayer ton pays et toute la planète. Bah, finalement je vais peut-être pas mettre des missiles sur mon territoire. Quoi l'Ukraine? On peut considérer les peuples en tant qu'États comme des particuliers qui, dans leur état de nature, se laissent déjà, par leur seule coexistence. Et chacun peut et doit exiger de l'autre, pour sa sécurité, qu'il entre avec lui dans une constitution semblable à la constitution civique. Penser les relations interétatiques demande de remonter au fondement du droit lui-même. L'objectif du droit est la pacification des relations interindividuelles. En conséquence, nulle relation ne doit échapper au droit, c'est-à-dire être abandonnée à la violence. Le droit est l'effort d'effacement de la violence remplacé par le règne de la raison. En conséquence, si les relations désormais dépassent le cadre local, il est nécessaire de penser un droit régulant les relations transnationales. Attention, l'international n'est pas le mondial. Pas pareil. Le projet d'une paix perpétuelle contraint Kant à distinguer deux modalités de la paix. Le pacte de paix qui clôt une guerre et l'alliance de paix qui vise à terminer toutes les guerres possibles. Une telle alliance implique une modification dans les conflits et prétentions des États, ces derniers reconnaissant que la guerre n'est plus un moyen de faire valoir son droit qui devrait être bien plutôt plaidé auprès d'une cour de justice internationale. L'existence d'une telle institution demande donc un changement de paradigme. Au simple droit international ou droit des gens, qui est le fait d'alliances bilatérales, il faut ajouter un droit cosmopolitique, complément nécessaire du code non écrit, aussi bien du droit civique que du droit des gens, en vue du droit public des hommes en général et ainsi de la paix perpétuelle. Le droit cosmopolitique est l'émergence d'un droit mondial dépassant les accords ponctuels et locaux entre les États, qui, comme une constitution universelle, vient organiser une grande fédération d'États, ou société des nations. La Société des Nations. C'est pas l'ancêtre de l'ONU? Le truc qui arrivait à rien régler? Ah, mais tu me diras que maintenant, avec le principe de la jurisprudence de la guerre préventive et le fait que tous ceux qui ont le droit de veto, c'est les plus gros marchands d'armes, je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus efficace. Droit cosmopolitique, dans la mesure où hommes et États, qui sont dans des rapports d'influence extérieure réciproques, doivent être considérés comme des citoyens d'un État universel, des hommes. La description du droit cosmopolitique est limitée à un droit d'hospitalité. Le fait de ne pas traiter en ennemi un citoyen étranger sur son territoire, lui laissant un droit de visite. Un tel droit est la reconnaissance de la spécificité de l'étranger en lien avec la problématique physique de la sphérité de la Terre. Si toute inhospitalité est violence et retour à un état de guerre, ce qui fait le sens de ce cosmopolitisme, c'est le droit de jouir de la surface qui appartient en commun au genre humain. L'hospitalité est la reconnaissance que le monde n'est pas appropriable, chaque État collectant seulement l'usufruit de son territoire actuel et les États ne pouvant légitimement coloniser les autres pays. Mais le cosmopolitisme ne s'arrête pas là. Ce droit d'hospitalité est encore un moyen de construire le genre humain lui-même, rapprochant petit à petit les peuples.
En conséquence, l'universalité n'est pas dans la pensée moderne le point de départ, mais l'horizon visé, un horizon d'une société civile mondiale constituée à travers une structure juridique. Le cosmopolitisme juridique de Kant, c'est finalement une prophétie autoréalisatrice. Le principe est très simple, c'est qu'au fond, par la naissance de règles de droit entre États, il y a une conscience commune qui va émerger et il va y avoir à partir de là un peuple commun qui va prendre en fait son essence. Et c'est ça qui va permettre, ou c'est ça qui selon Kant est la fin de l'histoire. C'est ça qu'on essaye de viser, la réalisation totale de l'homme comme un seul peuple. Le kantisme reste toutefois ambigu quant à la forme que doit prendre ce droit fédéral. D'un côté, en effet, dans la version de 1795-1796, la fédération doit être volontaire, respectant le principe de liberté individuelle. On ne peut forcer un peuple à entrer en fédération sans remettre en cause sa souveraineté et son droit à disposer de lui-même. D'ailleurs, ce choix doit être exprimé par le peuple, puisque le propre d'un gouvernement despotique est justement de ne pas se considérer comme associé, mais propriétaire de l'État, supprimant le statut de citoyen et agissant selon sa seule volonté privée. Une fédération fondée sur l'intérêt et la volonté du peuple est par nature plus stable et légitime qu'une fédération imposée qui reste un état de guerre larvé. Mais l'effet est bien évidemment une faiblesse sécuritaire. Le fait de partager un objectif commun permet un rapprochement, mais n'a pas la force d'un véritable gouvernement fédéral détenant un pouvoir coercitif et des lois contraignantes. C'est ainsi que dans une version de 1784, ce fédéralisme est pensé, lui, comme un État unique, débarrassé de toute conflictualité possible. Imagine une fédération d'États où tout le monde garde sa souveraineté et décide pour lui-même. Ça va pas être facile de se mettre d'accord. Quoi? Oui, c'est peut-être pour ça qu'au fond, ils veulent détruire les États-nations en Europe. Ce sera peut-être plus simple, une fois qu'il n'y a qu'un chef. Comme on a renoncé à sa liberté pour la sécurité par le droit, l'ordre mondial demande un sacrifice de même nature. Telle est pourtant bien l'issue inévitable de la misère où les hommes se plongent les uns les autres et qui doit forcer les États à adopter la résolution que l'homme sauvage avait acceptée jadis, tout aussi à contre-cœur. Il existerait un parallèle entre la naissance des États et la naissance d'une fédération d'États. La nécessité d'une sécurité contraint toujours à un renoncement à sa liberté. En cela, une communauté mondiale d'États n'a pas de contradiction à s'imposer par la force au peuple. Au contraire, ce serait le moteur même de l'histoire et du progrès. Ok, je te soumets par la force, d'accord, mais c'est pour ton bien. Une telle approche n'est pas sans justifier domination, impérialisme et colonisation au nom d'un processus historique sur lequel les États retarderaient. On verra alors apparaître un progrès régulier du perfectionnement de la constitution politique dans un continent qui vraisemblablement donnera un jour des lois à tous les autres. En conséquence, une approche mondialiste nous confronte à une ambiguïté quant à la nature de ce qu'est être citoyen. Premièrement, la mondialisation est la naissance d'un mouvement descendant imposant au peuple par des traités, des nécessités et des crises une perte de souveraineté, voyant leurs choix politiques et structures juridiques déterminés par des puissances extérieures et impérieuses. Je sais pas moi, genre en 2005, le peuple il vote et il dit non à la Constitution européenne et on lui met quand même. Et si t'es pas d'accord, DSA, bouclier pour la démocratie. La mondialisation, mort des États-nations, détruirait l'idée même de citoyenneté, mais elle participe deuxièmement aussi à une extension de la souveraineté des peuples. La politique ne se situe pas qu'au niveau de l'État, il existe des mouvements politiques venant de la société civile. Or, la mondialisation produit une forme de société civile globale qui permet de faire pression contre un État. La mondialisation permet aussi un mouvement ascendant. C'est comme ça qu'en 2021, l'État français, le gouvernement et l'État français ont été condamnés par l'intermédiaire de la Cour européenne de justice à une amende pour inaction climatique. Et après, tu t'étonnes que les États ont tendance à considérer les ONG comme des moyens d'ingérence. C'est étonnant, hein? Paradoxe d'un citoyen à la fois frustré dans ses choix politiques et gagnant une puissance de contrainte sur les États, la citoyenneté moderne devient une réalité confuse et antinomique, questionnant sur la valeur hiérarchique de ce pouvoir.
Faut-il se réjouir de perdre une souveraineté locale au profit d'un plus grand pouvoir global? Ou bien faut-il se désoler de n'avoir plus de contrôle de la politique de son pays qui est directement vécue? La réponse à cette question se trouve peut-être dans le fait qu'un droit cosmopolitique d'hospitalité reste conditionné à un droit plus profond, le droit d'avoir des droits, sans lequel toute hospitalité est impossible. L'apatridie, dans des proportions massives, a de fait placé les nations du monde face à la question aussi inévitable que troublante de savoir s'il y a vraiment des droits de l'homme inconditionnels, autrement dit des droits qui sont indépendants de tout statut politique particulier. Dépossédés de leur droit de leur statut de citoyen, les Juifs allemands ont été tout simplement jetés dans un vide juridique, empêchant toute forme d'hospitalité à leur encontre, puisque les États ne savent gérer que des relations à des citoyens d'un autre État. En leur retirant le droit d'être citoyens d'un État, ils ont donc été plongés dans une situation de non-droit absolu, tant dans leur État que dans le monde. Moralité, l'appartenance primitive à une communauté conditionnerait donc la possibilité d'être citoyen du monde et rappellerait que l'existence d'un droit cosmopolitique qui défend l'hospitalité envers les étrangers n'a de sens que s'il existe encore de l'étrangeté, de la différence, et non un État mondial uniforme où tous les citoyens se voient déterminer leur mode de vie de façon unique.